Bien. Oui, on va attendre que ça se lance. Très bien, chers collègues. Demain, mercredi, notre commission examinera deux propositions de loi, et notamment la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Vous vous souvenez que le 9 février dernier, dans le cadre des séances réservées au groupe socialiste et apparenté, Arthur Delaporte nous a déjà soumis une proposition de loi sur le sujet, proposition qu'il avait finalement retirée en séance publique puisque, fait suffisamment rare pour être souligné, un travail transpartisan associant des députés de divers groupes s'était engagé pour aboutir à un texte faisant consensus. Ce travail a débouché sur une proposition de loi portée par Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte. Compte tenu de l'intérêt de la proposition de loi, de sa préparation ayant associé des députés de plusieurs groupes, et surtout du caractère relativement récent des pratiques qu'il nous sera demandé d'encadrer juridiquement, il m'a semblé opportun de faire précéder cet examen par l'organisation de deux tables rondes. Nous entendrons à 21h30 des représentants de l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, ainsi que deux influenceurs. Et pour l'heure, nous commençons par une table ronde faisant intervenir le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs et des acteurs spécialisés dans le signalement des escroqueries en ligne. Du fait des pratiques usuelles sur les réseaux sociaux, où les insultes et le harcèlement semblent être les seules formes d'expression accessibles à certains esprits étroits, vous comprendrez que plusieurs des intervenants à cette table ronde n'aient pas souhaité faire connaître leur véritable identité. Nous recevons donc Slim, représentant le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs, AVI, bienvenue. Kumba, titulaire du compte Stop Arnaque, bienvenue. Audrey, titulaire du compte Vostar en réalité, bienvenue. Et Chris, titulaire du compte Arnaque CPF. Je laisserai nos rapporteurs effectuer une brève intervention, puis chaque invité disposera de 5 minutes pour un propos liminaire. Ensuite, chacun des députés ici présents pourra poser une question sans forcément prévoir une intervention d'orateur de groupe, mais la discussion sera bien évidemment libre. Merci encore de votre présence et avant de laisser nos rapporteurs formuler quelques propos introductifs, je m'excuse par avance si je ne peux être parmi vous durant l'intégralité de l'audition et c'est notre vice-présidente Marie-Noëlle Battistel qui assurera la présidence lors de la fin de cette table ronde. Monsieur Vojetta, Monsieur Delaporte, je vous donne la parole. Merci Monsieur le Président et permettez-moi de saluer l'ensemble des collègues qui m'accueillent temporairement en tant que membre de la Commission des Affaires économiques et de saluer également mon co-rapporteur Stéphane Vojetta avec qui nous menons depuis maintenant plus d'un mois, même depuis maintenant le début de l'année, un travail constructif qui nous a permis d'aboutir ce soir à l'audition, à la première des deux auditions que nous allons avoir. Cette audition, elle vise à poser finalement un constat, un diagnostic partagé sur les enjeux et finalement les limites de l'influence telle qu'elle existe aujourd'hui en France, en pointant un certain nombre de dérives qui ont pu exister, en voyant ce qui a pu être dénoncé par certains et certaines d'entre vous, pour voir comment le Parlement peut répondre à ces pratiques et à ces enjeux publics, ces enjeux de santé publique, ces enjeux de protection des consommateurs, ces enjeux de protection plus largement des citoyens et des citoyennes. Nous avons, dans les jours qui viennent, beaucoup de responsabilités. Il s'agit de combler un vide juridique et nous y travaillons activement. Il s'agit aussi de donner à toutes ces victimes que vous représentez ce soir le sentiment d'être entendues, écoutées au Parlement. Et c'est pour cela aussi que nous avons souhaité commencer par l'audition des différents représentants, on va dire, des lanceurs d'alerte, parce que au-delà de vous, au-delà des personnes qui sont présentes ici ce soir, c'est toutes les victimes de l'influence auxquelles nous souhaitons dédier la présente loi et nous y reviendrons, je pense, demain. Permettez-moi de finir ce propos liminaire en évoquant la bulle de paix. Aujourd'hui, expression chère à Stéphane Vojetta, aujourd'hui, nous sommes dans une situation politique, on va dire, singulière, mais le Parlement s'est saisi d'un travail de fond, d'un vide juridique, et il y œuvre en bonne intelligence au-delà des barrières et des frontières partisanes, parce que nous pensons que nous le devons aux Françaises et aux Français. Monsieur Vojetta. Merci Monsieur le Président, chers co-rapporteurs, chers collègues. Je ne peux qu'abonder dans le sens des propos de mon co-rapporteur et me féliciter d'être ici aujourd'hui dans ce qui est une nouvelle étape décisive d'un processus qui a commencé il y a quelques mois. À vous, chers invités aujourd'hui, qui nous faites l'honneur de participer à cette commission et d'être parmi nous à l'Assemblée nationale, quelques mois, ça peut vous paraître long, mais je vous assure qu'en temps législatif,
c'est une période courte, mais le fait que nous puissions être ici à la veille de l'examen en commission d'un texte et à une semaine de son passage et de son débat en séance et de son possible vote par l'Assemblée, eh bien, je peux vous dire que c'est déjà un premier succès. Et ce premier succès, nous vous le devons en partie, puisque c'est votre présence et la foule qui se tient derrière vous et la foule des victimes que vous représentez qui nous fait être ici aujourd'hui, avec la volonté de présenter à la représentation nationale un texte qui aborde les défis et qui présente une réponse aux nombreux défis que présente cette activité, une activité nouvelle, une activité qui continue d'évoluer et de se transformer chaque jour, l'activité d'influence commerciale, une activité qui a sa légitimité, qui a ses bons côtés, mais qui a malheureusement, hélas, ses mauvais côtés. À travers cette première audition publique que nous menons aujourd'hui, c'est sur ces premiers aspects, malheureusement les aspects les plus sombres de l'activité d'influence commerciale que nous allons venir, avec l'objectif de vous entendre parler, porter la voix des victimes, nous parler de ces dérives les plus fréquentes, celles auxquelles nous devons nous atteler à combattre. Et en les combattant, nous réussirons non seulement ainsi à créer un texte qui pourra punir ceux qui continueront à pratiquer ce genre de dérive, dissuader ceux qui auraient l'intention de le faire à l'avenir, mais aussi encadrer une profession, une activité en tout cas, qui doit l'être. Tout cela, comme l'a dit mon collègue Arthur Delaporte, dans une ambiance de sérénité qui ne correspond pas exactement au contexte que nous vivons au quotidien, mais qui répond à l'impératif d'union quand certaines causes se présentent face à nous et que nous devons y répondre. Et ce que je veux dire aujourd'hui, afin de conclure mon propos, c'est qu'en étant ici, vous démontrez que vous avez réussi à vous faire entendre par la représentation nationale, par le Parlement, par le gouvernement, qui aussi, à travers nous, est ici et participe à cet exercice d'écoute et de consultation. Vous le savez, vous y avez déjà d'ailleurs participé, les tables rondes de Bercy. Vous avez peut-être vous-même présenté vos apportations, vos apports, aux contributions à la consultation citoyenne de Bercy. Et dans ce cadre-là, je vous remercie et tous ceux que vous représentez. En tout cas, voilà, c'est à vous maintenant d'avoir la parole et de nous aider à mieux cerner les difficultés auxquelles nous faisons face et que nous devons, avec vous, résoudre. Merci beaucoup, messieurs les rapporteurs. Alors, mesdames, messieurs, qui souhaite commencer? Slim, est-ce que vous souhaitez, ou quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, dites-moi si vous avez... Slim, vous commencez? C'est à vous. Vous appuyez sur le bouton, effectivement. Voilà, ok. Parfait. Ok. Ok. On ne va pas vous forcer à maintenir le doigt appuyé, ne vous inquiétez pas. Non, non. Allez, une fois que vous avez appuyé une fois, c'est bon, vous avez la parole et vous avez le chrono qui est juste derrière. Vous avez 5 minutes chacun, donc allez-y. Sentez-vous libre de nous faire part de votre expérience, de votre témoignage. On est à votre écoute. Très bien. Donc nous, en fait, nous sommes un collectif d'aide aux victimes d'influenceurs. C'est un collectif qui s'est créé sur Twitter le 31 mai 2022 autour du hashtag Blatarnac. Donc Blata, c'est le pseudonyme d'un influenceur. Donc nous avons fait j'ai fait ce live sur Twitter et il y a beaucoup de gens qui ont rejoint notre live sur Twitter et notamment énormément de victimes. Donc on a vu plusieurs victimes défiler sur nos lives et témoigner un peu de leur vécu, comment ils se sont fait arnaquer par les influenceurs. Donc là, on a commencé à faire des lives de 24 heures sur 24. On se relayait à 4 personnes. Et ça a duré comme ça à peu près un mois. Et on a vu énormément de victimes défiler dans nos lives. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Dans le sens où, pourquoi ne pas regrouper toutes ces victimes et déposer une plainte collective. Donc, suite à ça, en fait, les gens qui étaient tout le temps présentes dans le live, on s'est dit entre nous, on va créer ce collectif, on va le structurer et on va faire le nécessaire afin de déposer des plaintes. Donc c'est un peu comme ça que le collectif s'est créé. Donc on a commencé avec un influenceur qui s'appelle Marc Blata, parce qu'à la base c'était le collectif AVMN, donc aide aux victimes de Marc et Nadé Blata. Donc c'est un couple d'influenceurs qui vit à Dubaï. Et ils ont notamment, on a décidé de porter plainte notamment contre 2 sujets, donc le projet NFT Honeymoon. Donc là, c'est une arnaque présumée, bien évidemment. On parle de 6 millions d'euros. Et contre le Blata Gang. Donc c'est un peu du copy trading. Donc ils promettaient des gains faramineux
concernant le copy trading. Il disait, voilà, déposez 500 € via mon lien d'affiliation et vous toucherez entre 100 et 200 € par jour. Et il faisait ses stories quotidiennement, tous les jours, donc en montrant un train de vie avec des belles voitures, des Ferrari, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans son truc. Et là, on a vu des gens détruits, même des familles détruites, des gens qui ont mis des économies d'une vie, des mamans souvent seules qui décident de vendre leur voiture, par exemple. Là, je pense à ça parce qu'on a eu ce témoignage la semaine dernière ou il y a 2 semaines, une maman qui a décidé de vendre sa voiture et c'est la seule chose qu'elle avait. Donc, elle a vendu tout ce qu'elle avait pour pouvoir espérer gagner sa vie avec le copy trading parce qu'elle ne pouvait pas travailler vu que son papa était mourant, qu'elle devait s'occuper de son papa, sauf qu'elle a tout perdu. Donc, des cas comme ça, on en a plusieurs. Voilà, il faut savoir que donc au bout, quelques mois après, donc en janvier 2023, donc là, il y a 2 mois, on a recensé 88 victimes. Donc, on a mandaté un cabinet d'avocats qui a déposé plainte justement contre ces 2 arnaques, donc le Blata Gang et le projet NFT Honeymoon. Donc voilà, aujourd'hui, on a déposé 88 plaintes et il faut savoir aussi qu'on a simplifié la chose. C'est-à-dire qu'on a mis en place un site internet où les gens vont sur notre site internet, ils cliquent sur déposer un recours, ils choisissent l'influenceur en question et ensuite ils mettent leurs preuves. Par exemple, le Blata Gang, ils cliquent sur Blata Gang, voilà, j'ai perdu temps avec les preuves, etc. Et une fois qu'on a plusieurs victimes contre un influenceur, on dépose plainte. Donc là, depuis la conférence de presse, mis à part les 88 plaignants qu'on a donné au procureur, il y en a 56 autres qui se sont ajoutés concernant les Marc Blata et sa femme. Très clair. Merci beaucoup, Slim, pour votre témoignage. Je vous en prie. Là, il vous suffit de rappuyer sur le micro. Et ensuite, qui souhaite prendre la suite? Kumba, Audrey ou Chris? Qui souhaite commencer? Chris, vous y allez, très bien. Alors, prenez le micro où il y a une flèche qui normalement donne vers vous. Il y a une petite flèche qui est normalement sur le micro. Si c'est bon, c'est la bonne, très bien. C'est bon. C'est à vous. Vous m'entendez là, c'est bon? On vous entend très bien. Alors moi je me présente. Chris, Plutôt proche du micro quand même, allez-y. Excusez-moi. Voilà, super. Chris, donc sur les réseaux, je suis Arnaque CPF, donc je suis une lanceuse d'alerte, mais une conseillère en insertion professionnelle. Je suis conseillère à Pôle Emploi depuis 2019 et auparavant j'étais conseillère à Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Donc déjà, je vous remercie de nous donner la parole, puisqu'on peut se faire entendre aujourd'hui. Et donc, à monsieur les rapporteurs, les députés et monsieur le président, je tenais à vous remercier. Donc, j'ai découvert les arnaques CPF au sein de mes entretiens, puisque ça a commencé dans mon bureau après les confinements. Je précise que lorsqu'il y a une arnaque CPF, nous, on recense l'information directement dans le dossier du demandeur d'emploi. Et après les confinements, on a eu de plus en plus. Et donc, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux, puisque mes neveux, mes enfants commençaient à m'informer qu'il y avait des formations via les stories des influenceurs. À titre d'exemple, on pouvait retrouver 7 heures d'anglais facturées 1 500 €, par exemple. Les conséquences ont été dramatiques. On parle de 43 millions rien qu'en 2021 sur l'arnaque CPF. Donc une perte d'argent en payant une formation où il n'y a pas de certification ou qui n'a pas de valeur du tout. Parfois, certains ont eu un vol d'identité en fournissant des informations personnelles telles que le numéro de sécurité sociale. Il y a une perte de temps derrière aussi, puisqu'il a fallu reconstruire le projet professionnel avec la personne pour trouver d'autres financements possibles. Donc parfois, ça a été un vrai casse-tête. Et une perte de confiance en soi pour la personne qui a été victime d'arnaque CPF. Mais ce qu'on retrouve à travers ces personnes-là, c'est qu'il y a aussi un manque de confiance du coup par rapport à nos institutions et puis aux organismes de formation. Parce que réel doute, est-ce que c'est une arnaque ou pas ? Donc, par la suite, en voyant tous ces stories de ces influenceurs, j'ai décidé de créer en mars 2021 Arnaque CPF sur Instagram. Dans un premier temps, il y a eu un mouvement avec avec Moundir, qui a été candidat de la télé-réalité,
qui a commencé à dénoncer ces arnaques. Moi, mon but premier, c'était vraiment de sensibiliser le public, mais aussi d'interpeller soit les influenceurs en les mentionnant, ou principalement leur agent, qui, à mon sens, c'était lui un petit peu le responsable du contrat commercial entre l'influenceur et l'organisme de formation. Donc j'ai relevé plusieurs infractions sur ces stories-là. Alors j'en passe, vous n'allez pas les connaître, hein, mais il y a du Thibaut Garcia, du Greg, du Maïva Guénam, et puis même leur agent Magali Berda, principalement. Une grande majorité, oui. De 2020 à 2022, ils ont fait pendant 2 ans des arnaques au CPF. Enfin, ils ont pubé des arnaques au CPF. Bien évidemment, outre les sanctions prévues par le Code de la consommation, puisque par la suite, au niveau de l'infraction, il y a des dispositions relatives à la publicité. Normalement, ça donne une sanction pénale avec une amende de 4 500 € et puis ça peut aller un emprisonnement de 1 an. J'ai été contactée par la Caisse des dépôts qui m'a demandé par la suite de relever et de leur remettre toutes les infractions que je pouvais relever de mon côté, sachant qu'eux aussi ont une équipe. Donc on a travaillé comme ça depuis le mois de juin. J'ai rejoint le collectif d'aide aux victimes AVI pour constituer vraiment un très gros et lourd dossier sur les arnaques CPF. Donc on retrouve du Marc Blatta, principalement sur une formation à Dubaï pour une formation métaverse, avec le casque Oculus, etc. Là, il y a à peu près une centaine de victimes que j'ai mis directement en relation avec la Caisse des dépôts. Et aujourd'hui, c'est en enquête, une enquête judiciaire, quoi, par rapport à tout ça. Il est vrai qu'avec l'arrivée de Booba dans ce mouvement en mai 2022, on a été un petit peu plus entendus. On a eu l'occasion de vous rencontrer, principalement aussi Monsieur Vogetta, qui m'a accordé une audition à la rentrée au mois de septembre. Donc voilà. Et maintenant, je suis inquiète parce qu'il y a la loi CPF qui est passée, il y a la vôtre qui va arriver. Je suis inquiète puisque lorsqu'on voit l'agent de ces influenceurs-là, donc Magali Berda, qui a créé une fédération des influenceurs et des créateurs de contenu, donc je nomme la FIC, qui propose une formation continue pour les influenceurs. Donc là, moi, je suis inquiète pour la formation continue en elle-même. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres financements. Il y a les OPCA, il y a les financements de l'État, il peut y avoir du Pôle emploi. Je me demande où ça va aller et comment aujourd'hui on peut tolérer une personne, une responsable de marketing comme cette personne, à vouloir réguler le métier des influenceurs après avoir commis de multiples infractions. Il faut rappeler que cette personne n'a pas hésité à créer des sociétés sous son nom de jeune fille, malgré son interdiction de gérance de société. C'est une personne qui a été condamnée en 2019 pour abus de faiblesse et blanchissement sur un haut préfet d'État, qui à l'époque avait 96 ans. Donc voilà, je me demande où on va. Et je pense qu'il est temps de mettre un terme à tout ça. Merci beaucoup, voilà. Merci Chris. Je vous laisse rappuyer sur le bouton. Oui, autant pour moi. Merci beaucoup. Et alors, qui souhaite continuer ? Kumba ? Très bien, vous avez la parole. Allez-y. Bonsoir à tous. Alors, je suis Kumba du compte Stop Arnaque. Ce compte existe depuis février 2017. Ce compte recense des arnaques commises par des influenceurs, mais pas que. On a créé ce compte à la base pour dénoncer le fait qu'un site sur lequel nous souhaitions acheter quelque chose maquillait ses avis. On n'a pas su vers qui se tourner, donc Leïna, ma collaboratrice, a décidé de créer ce compte afin d'alerter le plus grand nombre. Et depuis 2017, on a recensé énormément d'arnaques, donc qui concernent malheureusement principalement des personnes de la télé-réalité, dont la plupart sont sous la houlette de Magali Berda, comme l'a rappelé Chris, mais pas que. Donc on a dénoncé énormément d'arnaques pour essayer de mettre en garde donc, beaucoup de personnes. Et le problème qui se pose, c'est que ces arnaques sont diverses et variées.
il y en a sur certains produits défectueux, il y a des produits non réceptionnés, il y a également des promotions de publicité d'argent facile, notamment donc Marc Blatta, Nadé Blatta, Dylan Thierry, ainsi que d'autres personnes de télé-réalité. Et il y a également des problèmes concernant la promotion de médecine. Enfin, c'est divers et varié. Le travail que vous allez effectuer est énorme. Mais je pense que vous vous en êtes rendu compte. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que tout le monde peut se faire arnaquer de 7 à 77 ans. On a des victimes de tous bords, on a des victimes partout. Et les moyens aujourd'hui mis en place ne sont donc pas suffisants. Et vu l'ampleur que les réseaux sociaux prennent aujourd'hui dans notre vie, je pense que le travail n'est pas terminé. Alors c'est une très bonne chose qu'une loi soit aujourd'hui mise en place et qu'elle soit rapide. Cependant, depuis 2017, nous alertons les services publics, nous alertons Monsieur le ministre Bruno Le Maire qui ne nous a jamais répondu. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons toujours pas été reçus par lui. Nous avons alerté énormément de monde. Donc nous sommes ravis qu'aujourd'hui, les forces politiques de deux bords politiques se joignent et comprennent que c'est un enjeu public et important. Et nous sommes ravis de voir donc que vous allez mettre en place cette loi. Est-ce qu'elle sera suffisante? Je l'espère. Je pense qu'il faudra travailler encore dessus. Pour vous donner une petite idée, nous avions mis en place un formulaire pendant 48 heures et nous avons reçu dessus, enfin pour voir un petit peu le nombre d'arnaques, nous avons reçu 1500 retours en moins de 48 heures qu'on n'a donc pas pu traiter. On a dû arrêter le formulaire. Et bon, au fur et à mesure de l'évolution du compte, on a réussi à parler à certains agents d'influenceurs qui parfois jouaient le jeu, retiraient les publications et parlaient à leurs influenceurs. Donc on ne va pas non plus dire que tout le monde est méchant. Donc ça a marché pour certaines personnes, mais certaines personnes sont vraiment fermées et se pensaient intouchables. Aujourd'hui, donc, on constate aussi une baisse de certains placements. Les arnaques CPF, je pense qu'il y en a beaucoup moins, voire peut-être plus du tout. Marc Blatta, au revoir. Il y a une baisse de l'activité et il y a une régulation, une autorégulation qui s'est mise en place. Comme l'a rappelé Chris, c'est quand même un peu dangereux que Magali Berda mette en place une formation d'influenceurs qui puisse être financée. C'est quand même très dangereux parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne voient que par ça. Maintenant, on attend de voir comment tout cela va évoluer. Pour donner un petit ordre d'idée, on a un PowerPoint de plus de 120 pages qui recense tout ce que certains influenceurs, donc principalement malheureusement, comme on l'a dit, de télé-réalité, ont fait avec les sites et à peu près le nombre de victimes recensées. C'est énorme. Maintenant, je me demande ce que vont devenir ces victimes, celles qui n'ont pas pu se faire rembourser. Voilà. Merci beaucoup. Merci Koumba. Et puis nous donnons la parole à Audrey. Ça marche. Oui, alors merci de nous recevoir. Donc moi, je tiens une page Instagram qui s'appelle Vos Stars en réalité, que j'ai ouvert en début 2019, suite à une pause professionnelle. Je ne connaissais pas les réseaux sociaux. Je les ai découverts à ce moment-là et j'ai été choquée de voir tout ce que j'y voyais, puisque je ne m'étais même pas imaginé que ne serait-ce que 1000 personnes pouvaient suivre la même personne sur un réseau social. Donc moi, je partais de très très loin. Et j'ai vu un autre monde. Pour moi, les réseaux sociaux sont un autre monde, et un autre monde où il se passe énormément de choses. Et on a l'impression d'une impunité. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai eue en découvrant tout ça. Donc, j'ai commencé à faire des publications en disant attention, là, il y a une pub. Ce qui est en train d'être dit par la dame, c'est pas vrai. C'est un argument trompeur, ça. Et puis de là, j'ai vu toute l'évolution en fait des arnaques sur les comptes des influenceurs, tout type d'influenceurs. Et ça, c'est important de le dire. Peu importe l'agence, il n'y a pas une agence en particulier. Ça, c'est faux. Il n'y a pas qu'une agence commerciale. Il y en a deux que le grand public connaît, mais il y en a beaucoup plus que les gens ne connaissent pas et qui sont tout aussi frauduleuses, en tout cas qui ont transmis tout autant d'escroqueries. Accuser les agences sans avoir le contrat commercial, c'est très risqué. Ça aussi, je tiens à le dire, parce que beaucoup d'influenceurs contractualisent en direct, contrairement à ce que les gens disent.
Donc, ce qu'on voit sur les réseaux, il y a peut-être une part de réalité, mais il y a surtout pas mal de désinformation. Et c'est dangereux de uniquement croire ce qu'on voit sur les réseaux. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça entraîne du cyberharcèlement. Je ne parle pas particulièrement de Magali Berda, même si elle s'en est plainte. Je parle aussi des influenceurs qui, aussi, eux, subissent du cyberharcèlement. Et c'est un problème sur les réseaux sociaux qu'il ne faut pas négliger, je pense. Moi, j'ai vu l'évolution des placements de produits frauduleux. J'ai commencé, je crois, avec le dropshipping, qui a fait énormément de victimes. J'ai eu des groupes de plus de 2000 personnes sur un même produit, notamment en 2019 et 2020. J'ai vu les placements financiers, les garanties de gains, que ce soit sur des casinos en ligne, avec du trading, avec de la crypto, avec des projets NFT qui restaient en ligne à peine 2 mois. Tout ça, je l'ai vu passer. J'ai vu les ventes de contrefaçon. J'ai vu l'évolution en fait de tout ce marché de l'influence commerciale. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a quelque chose qui a été fait en lien avec la médecine. Et moi, je tiens à vous alerter parce qu'il y a un gros problème qui se passe sur les réseaux sociaux. En 2020, il y a une plainte qui a été déposée. Donc, on a regroupé plusieurs victimes d'injectrices illégales. Donc, on est fin 2019, début 2020. C'est porté par le syndicat national des médecins chirurgiens esthétiques. Il y a plusieurs plaintes qui sont posées. Aujourd'hui, on n'a toujours pas les dates de jugement. Les victimes sont totalement désespérées de voir la lenteur du coup de leur dossier. On sait qu'il va se passer quelque chose, on ne sait pas quand. Mais le plus triste, c'est pas ça, c'est que ces injectrices, bien qu'on ait réussi à obtenir des suppressions de comptes par Meta, sur 31 suppressions, il y en a 21 qui sont revenues, avec des autres noms, avec des autres comptes. Et ça, c'est problématique parce qu'il y a toujours des injections. Ce sont des injectrices françaises, pas des Russes, bien qu'il y en ait énormément de Russes. Là, on est sur des Françaises qui ont des instituts en France. Donc, ça veut dire que si je ne suis pas au courant que se faire injecter de l'acide hyaluronique, c'est une pratique médicale, je vais dans un institut dans ma rue et je peux tomber sur ces gens-là non diplômés, non qualifiés, et qui vont m'injecter des choses, que ce soit dans le visage ou ailleurs, et on ne sait pas ce qui est injecté. C'est un vrai problème de santé publique. On alerte l'ordre des médecins et on alerte un peu partout, et on n'a pas de réaction en face. Donc, je pense que c'est un vrai problème à prendre en compte. Et aujourd'hui, on a, je crois que c'est Slim qui a parlé de Dylan, peut-être Slim. Tu as parlé de Dylan, hein, je crois. Non, tu n'en as pas parlé ? Oui. Oh, je vois une connaisseuse. C'était moi. Ah, c'était toi. Donc, on a un influenceur qui est suivi à plusieurs millions d'abonnés, qui est bon. On le découvre pas ni en 2022 ni en 2023. Hein, je vous rassure, lui, on l'a découvert depuis très longtemps. Qui a fait une publicité pour un MLM. Donc, le MLM, c'est quelque chose d'autorisé. En disant dans sa publicité, après la publicité, donc il n'est plus dans le cadre de la publicité, que potentiellement ce MLM avait des produits qui pouvaient combattre, je mets entre guillemets, les cellules cancérigeuses. Ce qui a fait rire tout le monde et ce qui a été énormément communiqué et repris par énormément de journalistes. Quand j'entends Dylan parler de ce MLM, en fait, le discours est problématique, mais moi je me dis qu'est-ce que c'est que ce MLM ? Donc je creuse sur le MLM. Ce MLM en question, qui est légal, puisque du coup c'est quelque chose de légal, le MLM, est un MLM qui va recruter des gens, principalement des jeunes femmes musulmanes voilées, qui ont des difficultés à trouver du travail, et donc on leur propose un travail en ligne. Et le discours, c'est de dire on va sauver les gens, et donc on va leur vendre des compléments alimentaires qu'on fait passer pour des médicaments qui traitent le cancer, qui traitent l'autisme, qui traitent l'épilepsie, qui traitent le diabète de type 1. Et ça, c'est des discours qui sont tenus sur des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est en ce moment, et je crois qu'il y a un truc à faire, je ne sais pas comment, mais je pense qu'il faut faire quelque chose parce que je ne le vois pas très bien, ce truc-là. Voilà. Alors moi, quand j'ai dénoncé les arnaques, j'ai toujours été au jour J des arnaques, pas 2 ans ni 3 ans après. Le problème actuel, il est là, il est sur la santé, il est vraiment présent. Voilà. Et je vais juste rajouter un autre truc parce que je le vois en ce moment. Il y a beaucoup de publicité sur des instituts de beauté. Et donc, on a l'impression que ce sont des instituts de beauté classiques quand on regarde les stories des influenceurs. Et si on va sur les pages Instagram de ces instituts, on voit beaucoup de pratiques médicales qui, du coup, ne sont pas autorisées. Donc, j'ai parlé des injections d'acide hyaluronique, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'épilation laser, il y a le microneedling. Enfin, il y en a une liste longue comme le bras parce que ça va très vite dans ce domaine-là.
Donc, c'est des personnes qui, pour avoir échangé avec certaines d'entre elles, sont formées à ces techniques médicales. Donc, on a un problème au niveau des formations. On a parlé des formations CPF, ça a été un sujet. Les arnaques sont toujours en cours, elles sont sur Telegram. Et là, on récupère de l'argent. Mais ça existe tout le temps, même si c'est moins visible. Il y a un problème sur les formations qui sont vendues sur les réseaux, sur Internet en globalement, qui ne font pas du tout partie des formations réglementées. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Enfin, ce n'est pas les choses classiques. Et tout le monde peut créer aujourd'hui une formation sans avoir de compétences et peut la vendre à des prix complètement ahurissants. Et pour des choses qui parfois peuvent être creuses, mais surtout peuvent être illégales, comme ces pratiques d'injection, comme le blanchiment dentaire, comme le microneedling, et j'en ai une liste vraiment très conséquente. Donc il y a un problème aussi de ce côté-là. On n'en a pas parlé. Enfin, on a échangé plusieurs fois. J'ai échangé plusieurs fois avec des députés et j'en ai pas parlé parce que je sais pas. Enfin, ça a été très vite en fait. Vous excusez du temps long. Moi, je trouve que ça a été super rapide. Donc voilà, mais il y a un problème là. Je ne sais pas si ça c'est quelque chose que vous pouvez régler, parce qu'on ne peut pas tout interdire, ça c'est pas possible, mais peut-être mettre des garde-fous pour que toutes ces formations qui arrivent en ligne, qui sont faites par tout le monde et n'importe qui, soient un minimum peut-être vérifiées, peut-être, je ne sais pas, mais qu'on arrête de vendre tout et n'importe quoi, parce que ça ne s'arrêtera pas avec les lois. Les lois, elles sont toutes contournables. Regardez ce qu'ils font avec les instituts de beauté. Ils cachent le fait de faire de la pratique médicale. Ils arrivent à le cacher. Donc, ils arrivent à tout cacher, en fait. Bien, merci beaucoup pour vos témoignages. Ce que je vous propose, c'est d'avoir d'abord la réaction, éventuellement une question, mais rapide, des deux rapporteurs, et puis ensuite de passer la parole aux députés ici présents qui, éventuellement, ont envie d'avoir un échange avec vous et poser quelques questions. Donc, si ça vous va, on fonctionne comme ça. Monsieur Delaporte. Oui, ce sera une question très rapide parce que c'est revenu dans un certain nombre de vos interventions, la question du harcèlement en ligne. Déjà, en propos liminaire, Stéphane Vogetta, comme moi-même, comme l'ensemble de nos collègues, nous condamnons évidemment toute forme de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux contre qui que ce soit. La justice du peuple ne peut pas se substituer à la justice de la République. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est justement pour que l'ordre collectif, commun, construit et notamment par le droit, se substitue et permette d'éviter la vindicte populaire. Sur ce point-là, je sais que certains d'entre vous ont fait l'objet, parce qu'ils dénonçaient certaines pratiques, d'harcèlement en ligne également. Et donc, pour que nos collègues puissent l'entendre, et puis plus largement le grand public, mais si vous souhaitez nous donner quelques-uns des exemples qui vous ont donné lieu, mais c'est uniquement une question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, hein, mais avez-vous subi des campagnes de harcèlement suite à un certain nombre de dénonciations? Et si vous souhaitez nous donner un exemple pour qu'on comprenne un peu ce à quoi vous faites face aussi, et le courage qu'il vaut de venir aussi aujourd'hui témoigner. Alors, juste avant de vous donner la parole, est-ce que M. Vogetta, vous souhaitiez aussi poser une question ou intervenir? Une réaction très, très, très brève pour revenir sur les propos. Effectivement, simplement un simple rappel du fait que l'exercice que nous réalisons, c'est un exercice législatif. Nous visons donc à légiférer pour une loi qui va s'appliquer à partir d'un certain moment et qui aura un effet dans le futur, mais qui n'aura pas d'effet rétroactif. Donc tous les faits que vous avez mentionnés, malheureusement, ne tomberont pas sous cette loi. Ce n'est pas une loi rétroactive. Nous ne sommes pas la justice, nous ne faisons pas la justice, nous faisons la loi. Ceci étant, au cours de nos auditions et de nos travaux, notamment avec la DGCCRF, nous avons, et vous l'avez entendu vous-même, entendu qu'il y avait des procédures en cours, des procédures judiciaires qui sont confidentielles, mais qui sont en cours. Et comme vous, nous espérons qu'elles iront à leur terme et que les comportements répréhensibles, s'ils sont pénalement condamnables, eh bien le seront. Bien, qui souhaite répondre? Vous n'êtes pas obligé de le faire tous, mais qui souhaite répondre? Slim, vous souhaitiez commencer, allez-y. Oui, alors ce serait pour répondre à M. Delaporte par rapport au cyberharcèlement. Donc en fait, moi je vais un peu raconter ce qui m'est arrivé. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai témoigné pour un journal du Parisien. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai témoigné en septembre 2022 pour un journal du Parisien en expliquant que j'avais perdu de l'argent à cause d'un influenceur, qu'en gros, j'ai été victime d'un influenceur.
mais j'ai témoigné de dos. Donc, j'ai pas voulu montrer mon visage. Sauf que l'influenceur en question, elle m'a reconnu. Elle a reconnu mon identité, mon nom et mon prénom. Et elle a publié ma photo, mon nom et mon prénom sur les réseaux sociaux, dans ses stories, en demandant de faire une enquête sur moi. Donc, d'avoir un maximum d'informations et que c'était faux, que je n'avais pas perdu 1500, mais qu'au contraire, j'avais gagné de l'argent. Donc, moi, j'ai été pris de panique sur le coup. Ma femme a été hospitalisée parce qu'elle a eu la tension qui est montée, des étourdissements, donc on l'a emmenée à l'hôpital. J'ai tout de suite appelé l'avocat qui m'a conseillé fortement d'aller porter plainte. J'ai été porter plainte. Donc, j'ai pas été harcelé, mais ce qu'il a fait, je pense que c'est assez grave parce que pour moi, c'est une intimidation, clairement. Ensuite, c'est à partir de là que j'ai décidé de montrer mon visage et de ne plus avoir peur, justement. Et puis voilà, donc personnellement, je ne me suis pas fait harceler, mais je pense que c'était une tentative plutôt. C'était une tentative de ça, quoi. Donc voilà, ça c'était pour ma petite histoire personnelle. Et d'ailleurs, il a menti aux gens en disant que j'ai tenté de lui extorquer des fonds, en disant, comme quoi je lui aurais envoyé un message en lui disant « Tu me donnes 5 000 euros, si tu me donnes 5 000 euros, je vais retirer le dossier de chez le procureur. » Voilà, clairement. Donc, voilà, donc c'est assez grave. Merci pour votre témoignage, Slim. Est-ce que quelqu'un souhaitait compléter? Kumba, allez-y. Alors, nous, pour notre part, nous avons reçu énormément de messages virulents, des messages de harcèlement, des mises en demeure de cabinets d'avocats, nous mettant en demeure de retirer certaines publications qui faisaient du tort à certains influenceurs. Nous avons reçu des messages virulents de la part de fans de ces influenceurs, principalement de télé-réalité. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer et de garder les publications sans les retirer, malgré les mises en demeure de ces cabinets d'avocats qui n'ont finalement pas donné suite. Parce que bon, quand on leur répondait qu'on espérait qu'eux aussi allaient faire les choses pour cesser l'escroquerie de leurs clients, ça n'a pas donné suite. Donc oui, on a reçu énormément de messages virulents. C'est pour ça que ma collaboratrice ne veut pas montrer son visage. Mais ça ne nous empêche pas de continuer. Et preuve en est, on a bien fait, puisqu'aujourd'hui, c'est venu jusqu'ici. Très bien. Ça vient toujours jusqu'ici, en tout cas dans notre commission, et tous les députés, quel que soit leur bord politique, sont très attachés à être au contact des victimes et à recueillir tous les témoignages. Donc on est tous heureux de pouvoir vous écouter et de vous accueillir, et en tout cas on est à votre disposition. Est-ce que vous souhaitez poursuivre l'échange côté député? Est-ce que certains veulent intervenir? Chez Madame Spielwood qui souhaitait intervenir, allez-y. Oui, rebonjour à tous, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs. D'abord, un grand merci pour vos témoignages simples, très émouvants et dont on mesure les mois, les années parfois de combat que c'est en tant que citoyen d'abord, puisque vous êtes tous citoyens touchés de près ou de loin par ces arnaques des influenceurs, et que vous devenez aujourd'hui des professionnels qui représentent de nombreuses personnes et qui alertent les parlementaires, regroupés ici aujourd'hui de façon transpartisane pour que nous puissions voter une belle loi. C'est sûr que dans ce qu'on entend, on entend à la fois des arnaques qu'on connaît, dont on a entendu parler, le CPF, l'arnaque sur les produits esthétiques, les injections, les dents blanches, et puis on voit poindre beaucoup de nouvelles choses qui peuvent faire peur. Le sujet des crypto-monnaies qui existe depuis un certain temps, mais où on commence seulement maintenant à avoir des alertes de citoyens qui investissent de l'argent et qui croient qu'il va fleurir de façon naturelle sans aucun effort. On a vu aussi que vous êtes là 4 sites ou comptes très motivés et qu'il y en a d'autres qui fleurissent, qui signalent les arnaques, qui utilisent tous les moyens légaux pour alerter l'ensemble des pouvoirs publics. Le gouvernement a aussi agi avec un site particulier, signal.conso.gouv.fr, qui a pour objectif de donner un accès en ligne à la direction qui s'occupe de la fraude et qui s'occupe des sanctions. Mais
on se rend compte que face au déferlement du numérique, ça peut être insuffisant. Nous, on est tous les députés Renaissance et les députés de l'ensemble des groupes ici, je pense, motivés pour voter cette loi et pour anticiper, tout en n'oubliant pas, et moi je tiens à le dire, qu'il y a aussi des influenceurs qui font des belles choses sur les réseaux sociaux. Tous ne sont pas des arnaqueurs, des escrocs, loin de là. La grande majorité respecte la loi française, les lois sur la concurrence, le droit sur la publicité et ont parfois une influence positive, je pense à ceux de l'information. Donc ma question, c'est comment voyez-vous les actions supplémentaires envers les jeunes en particulier qui vont être la cible peut-être principale et à venir de ces nouveaux dangers? Je vous remercie. Alors, comme on n'est pas très nombreux, je vous propose qu'on fasse des questions-réponses. Comme ça, on a la réponse en direct de nos invités. Qui souhaite répondre, du coup? Excusez-moi, quand vous dites des actions, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être plus précise? Rappuyez sur le bouton qu'on vous entende. Allez-y. Pardon. Je pense en particulier à l'école. Est-ce que vous êtes déjà intervenu, par exemple, vous en tant qu'association, dans des milieux scolaires ou dans des centres sociaux? Est-ce que vous imaginez, au-delà de l'action juridique, mobilisatrice citoyenne, par exemple, avoir des actions d'éducation à la consommation numérique, aux réseaux sociaux? Ou est-ce que vous travaillez avec d'autres acteurs dans ce domaine, par exemple, notamment sur la cible des jeunes? Oui, en fait, c'est quelque chose qu'on envisage clairement parce qu'on voudrait vraiment faire de la prévention et surtout auprès des jeunes parce que dans nos lives, on a eu des professeurs d'école qui ont témoigné et qui ont vu des élèves qui ont complètement dérivé, qui ne veulent plus aller à l'école. Ils se disent, moi, pourquoi tu veux que je vais à l'école alors qu'en ayant plein d'abonnés sur Snap, je vais me faire plein d'argent. Donc oui, on en avait beaucoup parlé dans nos lives. On compte en fait, c'est très important de sensibiliser les jeunes. Et si un jour on a l'occasion et le pouvoir d'aller militer, j'ai envie de dire militer, mais dans les écoles, justement pour faire de la prévention auprès des jeunes, oui, c'est une action qu'on envisage clairement. Oui. Bien. Koumba, vous souhaitiez ajouter un mot, allez-y. Alors, je rejoins ce que dit mon collègue Slim. Il a totalement raison parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus devenir médecins, avocats ou autre chose. Ils veulent devenir influenceurs parce qu'ils voient que c'est facile, entre guillemets, de prendre son téléphone, de faire une publication et d'avoir 3 000 € sur son compte bancaire. Et aujourd'hui, des études de 10, 15, 20 ans, ça ne les intéresse plus. Le problème qui se pose, c'est qu'on est tous sur les réseaux sociaux. La nouvelle génération qui arrive est totalement sur les réseaux sociaux, ne vit que par les réseaux sociaux et ne comprennent pas qu'il y a certains problèmes. On a eu le témoignage d'un jeune sur Stop Arnaque qui avait 13 ou 14 ans, qui a commandé un maillot de foot sur un faux site, qui a été promu par un de ses influenceurs. Quand on lui a demandé pourquoi il a fait ça, il a dit parce que moi j'ai fait confiance à cet influenceur et j'avais envie de devenir comme lui. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment un vrai problème et intervenir dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, c'est, je pense, plus qu'important. Merci beaucoup. Audrey ou Chris, allez-y. Je voudrais juste rajouter qu'effectivement, au moment de l'inscription à Pôle emploi, on a un peu plus de jeunes lorsqu'on leur demande, lorsqu'on va contractualiser l'offre raisonnable d'emploi, qui souhaitent devenir influenceurs. Donc, il y en a un petit peu, c'est pas non plus à grande échelle, mais j'en discute avec mes collègues qui sont plutôt sur un dispositif de contrat d'engagement jeune ou de mission locale, et on commence à en voir un peu plus. Très bien. Audrey, le dernier mot avant que je passe la parole à Monsieur Dive. Allez-y. Ça marche. Oui. Quand c'est rouge, ça marche. Alors moi, je vais revenir sur le phénomène de cyberharcèlement. On est plusieurs personnes à évoquer les arnaques depuis plusieurs années. Et je vais parler pour moi et Radier, avec lequel je collabore très régulièrement et qui est sur YouTube. On a pu voir venir des mises en demeure nous demandant de supprimer des contenus. On a pu avoir des demandes aussi de certains influenceurs ou agences nous demandant de supprimer des contenus, chose qu'on n'a jamais fait. Et on n'a jamais non plus on n'a jamais encore, en tout cas jusqu'à présent, cédé aux mises en demeure. Et au niveau du cyberharcèlement, moi je peux en parler. Mais le cyberharcèlement, alors je suis passée plusieurs fois dans des stories d'influenceurs, mais le cyberharcèlement n'est pas venu d'influenceurs, mais est venu d'internautes, ce qui est encore plus grave. Je vais parler pour l'aspect éducationnel. Donc moi, j'interviens là cette année à la rencontre des esprits critiques, où on va s'adresser notamment avec des tables rondes aux jeunes.
Et on va parler donc de psychologie sociale un petit peu. Il y a des spécialistes en fait dans chaque thématique. Donc il va y avoir un psychologue spécialisé en psychologie sociale. Moi, je vais venir parler de la partie réseau influence. Et il y a une autre psychologue qui sera sur cette table ronde. Et l'idée, c'est donc pour des adolescents. Cette table ronde est pour des adolescents. Et ça va être de faire de la prévention, en tout cas de cette façon-là. Et de manière assez régulière, j'ai des associations qui me contactent pour faire des interventions que je fais gratuitement et avec plaisir dès que je suis sollicitée, quoi. Très bien, merci beaucoup. Je passe donc la parole à Julien Dive. Julien. Merci, Monsieur le Président. Merci à messieurs les rapporteurs pour cette table ronde et merci à vous d'avoir répondu. Bon, je suis un peu éloigné de tout ça, mais je voulais quand même vous interroger en écoutant vos propos tout à l'heure avec deux questions. D'abord, Koumba, vous êtes celle qui a évoqué tout à l'heure le rôle des agents, des influenceurs. Et dans le cadre du débat que nous avons aujourd'hui, de cette table ronde et de l'enjeu de cette proposition de loi, considérez-vous que le rôle des agents doit être régulé dès lors qu'ils ont une influence eux-mêmes sur les influenceurs, sans faire de jeu de mots, mais dès lors que vous avez alerté et que vous êtes passé par ce biais-là pour pouvoir sensibiliser au mieux les influenceurs des dérives auxquelles ils s'adonnaient, pensez-vous qu'il faille davantage aussi travailler sur cette question du rôle d'agent? Et la deuxième question concerne le statut d'activité déclarée officiellement de vos activités. Est-ce que vous êtes sous un régime particulier pour certains d'entre vous, ou est-ce que c'est généralement celui de micro-entreprise, oui, qui est utilisé? Est-ce que c'est celui pour certains des SAS, de SARL? Et pourquoi je vous pose cette question? Parce que quand vous évoquiez, Audrey, tout à l'heure, la situation de celles et ceux qui changent de compte, recréent un compte derrière avec une identité, évidemment, ils se déclarent théoriquement, même s'ils font des injections, ils sont censés, surtout s'ils font des injections avec pignon sur rue. Et pour le coup, je pense que là, il y a vraiment possibilité de les sanctionner, mais fiscalement. Alors, allez-y. Merci. Concernant le rôle d'agent, oui, il faut réguler ce statut, dans la mesure où principalement les influenceurs aujourd'hui estiment qu'ils doivent avoir eux aussi une protection. Comme l'a rappelé votre collègue tout à l'heure, certains influenceurs ne sont pas mauvais. Il faut rappeler que le placement de produits, la création de contenu, c'est un excellent canal de communication. Aujourd'hui, c'est, on va dire, la nouvelle publicité pour une marque. Beaucoup de marques ont évolué dans ce sens-là, mais malheureusement, aujourd'hui, on parle plus du mauvais côté que du beau côté. Donc oui, les agents ont un rôle à jouer. Malheureusement, certains influenceurs, quand on a contacté les agents afin de leur signaler, certains influenceurs passent en direct par les marques et les agents ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas un contrat d'exclusivité. Donc à moins d'imposer un contrat d'exclusivité, ça serait compliqué. Mais c'est vrai qu'il faut quand même réguler le rôle d'agent d'influenceur. Ce n'est plus totalement nouveau. Aujourd'hui, je pense qu'on a assez de recul pour pouvoir le réguler, mettre en place des lois, certaines choses afin que cela ne soit plus, afin que cela ne soit plus un métier, on va dire, nouveau et qu'il soit vraiment encadré, que ce ne soit plus vraiment le Far West et qu'il y ait vraiment un encadrement. Monsieur Dive, vous souhaitiez relancer, allez-y. Oui, juste relancer pour dire qu'il existe déjà un cas quelque part dans un autre domaine. C'est le domaine sportif avec les agents de joueurs de quelconque sport. Mais généralement, c'est dans le milieu du football ou dans le basket ou autre. Mais il y a un cadre, peut-être s'inspirer de ce cadre-là pour le rôle d'agent d'influenceur. Ah oui, il vaut mieux s'inspirer. Enfin, ce serait bien de s'inspirer de certains cadres. Aujourd'hui, le métier de footballeur n'a pas été régulé en 5 minutes en un claquement de doigts. Donc, il y a toujours eu des évolutions. Il y a eu certaines jurisprudences concernant la régulation de ce secteur-là. Et il faudrait peut-être s'en inspirer, effectivement, pour réguler ce métier qui n'est plus vraiment un nouveau métier, qui est là depuis plus d'une dizaine d'années, si je puis dire. Merci. Audrey, vous souhaitiez compléter? Alors, dans l'influence, il y a plusieurs types d'influence. Il y a l'influence organique et l'influence commerciale. Chacune des influences a de l'influence positive et de l'influence négative. On parle vraiment de choses très spécifiques, qui est l'influence commerciale avec la version négative de l'influence commerciale. Le statut d'agent d'influence aujourd'hui n'existe pas. C'est des agences assez particulières puisqu'elles ne font que dans le commercial.
Et du coup, du matin au soir, elles reçoivent des offres commerciales toute la journée, dans différents types. Il n'y a pas un cadre en particulier. Ça peut être de la cosmétique, ça peut être des placements financiers, ça peut être du dropshipping, peu importe le produit, tout est possible et imaginable. Enfin, c'est vraiment le droit de la consommation dans sa totalité. C'est quelque chose, effectivement, qui est assez nouveau, 7 ans, 8 ans, quand les premières agences, je crois que c'était Michael Bizet qui a fait ça au tout début. Et ensuite, il y a eu les deux qu'on connaît et d'autres qui sont arrivés par après. Je pense que c'est encore pas la même chose que l'agent de footballeur où il y a du placement d'image. Probablement, ces agences-là ne font pas de placement d'image. Il n'y a pas de travail d'image sur les personnes qui vont être dans l'agence. Ça va uniquement être du commercial. Et après, l'image, c'est l'influenceur en lui-même qui s'en charge aujourd'hui. En tout cas, je parle pour des agences en particulier d'influence commerciale où on a eu des problèmes très nombreux. Merci beaucoup. J'ai madame... Alors, rapidement, si comme ça, tout le monde peut poser sa question. Allez-y. Chris, puis Slim, oui, allez-y. On part du principe qu'un chef d'entreprise, il y a déjà des lois existantes par rapport à cela. Je voulais juste vous alerter que désormais, les influenceurs passent par des contrats fiduciaires en Suisse pour faire du dropshipping. Donc là, on passe à un autre level. Avant, on était fiduciaire. Les contrats fiduciaires, c'est en tripartite, en fait. Et donc, j'ai commencé un petit peu à observer ça. Avant, ils faisaient des contrats sur Dubaï. Maintenant que l'État dubaïote regarde un petit peu plus et puis que l'impôt augmente là-bas, ça se dirige vers la Suisse, notamment sur Lausanne. Slim, vous souhaitez rajouter quelque chose? Allez-y. Répondre à monsieur, quand vous disiez tout à l'heure que si vous pouvez vous inspirer du modèle des agents des joueurs de foot, oui et non. Enfin, oui, peut-être sur certains points, mais en fait, le monde de l'influence, c'est un monde à part. C'est vraiment... Ouais, voilà, ok. Ouais, non, c'est tout. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je vous propose maintenant Madame Marie-Noëlle Battistel qui souhaitait vous interroger. Madame Battistel. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, tout d'abord, une question pour Slim. Vous disiez tout à l'heure que vous accompagnez les plaignants, donc 88 déposés, puis 56 encore aujourd'hui. Je voulais savoir finalement quelle suite ont vos dépôts de plainte et est-ce que vous considérez que le cheminement judiciaire est suffisant? Est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment écouté et pris en compte dans vos différentes démarches? Et puis pour Audrey, je voulais revenir sur vos inquiétudes que vous nous avez du coup transmises, dont vous nous avez fait part et qui concernent plus particulièrement l'arnaque aux produits médicaux. Ce qui, je pense, dépasse largement des pertes financières que chacun peut avoir dans les différentes arnaques, mais qui, là, touche à la santé et peut avoir des effets désastreux sur la santé des gens. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples supplémentaires et comment on pourrait traduire une vigilance accrue sur ce qui se passe sur les réseaux en matière médicale, à votre avis? Alors, Slim, on commence. Allez-y. Alors, en fait, concernant les suites par rapport aux plaintes, aujourd'hui, on n'a pas encore eu de retour de la part du procureur. Donc, on attend toujours un retour. Ça fait maintenant presque 2 mois qu'on a déposé la plainte. Donc, l'avocat nous a dit que ça allait prendre à peu près 3 à 4 mois pour avoir un retour du procureur. Il faut savoir que suite à toute cette ampleur médiatique, les comptes Instagram et Snapchat des influenceurs ont été fermés par les plateformes. Donc, ils nous ont répondu sur Twitter. Meta nous a répondu au collectif en disant « Nous avons fermé les comptes ». Si on est écouté, je pense qu'aujourd'hui, oui. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on est là aujourd'hui. Donc, on tenait vraiment à vous remercier. Et aujourd'hui, ça a pris une ampleur médiatique assez importante. Donc, à l'heure actuelle, oui, on est écouté. Voilà. Alors, du coup, ensuite, pour continuer les réponses, Audrey, allez-y. Concernant donc du coup ce que j'évoquais tout à l'heure et notamment avec le MLM problématique, ce que j'ai pu moi entendre, c'est des conseils d'arrêt de traitement de cancer pour des personnes qui sont atteintes de cancer en phase terminale. C'est des suggestions de prise de ces fameux compléments alimentaires qu'ils font passer pour plus ou moins du médicament, parce que la dame hier disait sur ses réseaux, avant on avait la pharmaceutique,
On a eu l'alicament et maintenant on a le génome, je ne sais plus comment elle appelait ça, mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que leurs compléments alimentaires vont modifier le génome humain. Ça, c'est ce qui est tenu en discours. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter ce phénomène? Alors, plus ça touche la communauté musulmane, donc c'est très particulier et c'est très délicat à aborder sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai des membres de la communauté musulmane qui se sont rapprochés de moi pour justement m'aider dans la diffusion du... Il n'y a pas de remède miracle et quand on est malade, on va chez un médecin et on n'arrête surtout pas les remèdes médicaux, en tout cas sans avis médicaux, justement. Comme ils se servent de la religion et qu'ils légitiment ça par des avis religieux qui seraient faits de je ne sais qui, personne ne connaît. En fait, moi, ce que la communauté musulmane m'a fourni, c'est une vidéo qui analyse ces fameux avis religieux fournis par ce MLM et qui, du coup, n'est plus crédible quand on voit la vidéo, encore faut-il la voir. Donc, mis à part en parler, moi, j'en parle un petit peu. J'ai alerté des médias. Là, hier, j'ai eu deux journalistes, donc j'ai demandé à ce qu'ils communiquent un petit peu dessus, en tout cas, pour mettre en garde pour mettre en garde, en fait, les gens sur les réseaux sociaux. Et après, je sais pas. J'ai pas de solution, sinon... je l'aurais déjà suggéré, je crois. Mais j'ai pas de solution à ça. Je sais pas. Merci beaucoup. Je vous propose de continuer avec Giovanni William. Allez-y. Merci beaucoup et merci pour vos témoignages. J'ai 2 questions. Parce qu'en même temps, je regardais vos pages Twitter. Je crois que c'est Kumba. Il y a un hashtag DGCCRF. Non. Ou à côté. Et j'aimerais savoir justement si vous avez des retours suffisants au niveau de cette direction, puisqu'elle est normalement responsable aussi en matière notamment de placement de produits et de faux produits. Est-ce que vous avez des retours à ce sujet-là? Alors attendez, parce que comme les micros sont l'un après l'autre. Ah oui, voilà. Et j'ai une deuxième question comme ça. Voilà, comme ça, ça fait 2 questions, M. William. Et ma deuxième question, que pensez-vous justement des recommandations qui sont faites notamment par certains influx voleurs, comme cela est indiqué, notamment sur la modification de codes APE et autres? Alors, on va commencer par Audrey, peut-être sur la question de la DGCCRF. Allez-y. Alors, j'ai des contacts à la DGCCRF depuis 2 ans avec un interlocuteur particulier. Donc je ne peux pas trop divulguer de choses, mais en tout cas, ça fonctionne et je l'ai connecté avec d'autres personnes. Donc, les informations arrivent. Ça, c'est une certitude. Elles sont traitées, c'est une certitude aussi. Après, il y a je ne sais pas si j'ai le droit de dire, je ne veux pas être désobligeante, mais une lenteur... franchement, qui est désappointante quand on est, nous, en observateur. Et moi, je dis souvent aux gens, parfois, il se passe des choses que vous ne voyez pas, mais ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que ça ne se passe pas. Donc, il se passe bien des choses, mais c'est très lent, c'est trop lent. Et du coup, les internautes se disent qu'il n'y a rien, alors que ce n'est pas vrai et que peut-être juste, ils ont besoin d'aide de main-d'œuvre ou peut-être revoir les schémas décisionnels, je ne sais pas. Enfin, voilà, je ne veux pas trop dire de choses où je n'ai pas la maîtrise du tout. Mais en tout cas, voilà, il se passe des choses. Et dans ce service-là, on est entendu. Enfin, en tout cas, pour ma part, je suis entendue quand je dis quelque chose. Donc je les en remercie parce que c'est important. Et il s'est passé des choses, on va le voir là, je pense que j'ai vu que Bruno Le Maire avait commencé à communiquer certaines choses, donc je présume qu'on va avoir plein de bonnes nouvelles, enfin j'espère, dans les semaines à venir, là, les mois. Et puis après, je ne me rappelle plus votre question. Merci. Voilà, et donc la deuxième question sur la APE. Les codes APE. Alors, Chris avait une réponse peut-être. Chris, allez-y, rappuyez, c'est bon. Actuellement, le code APE qui est utilisé, c'est le 5911B, production de films institutionnels et publicitaires.
ou sinon le 9609Z, autres services personnels. Donc ils peuvent switcher sur les deux. Les youtubeurs utilisent aussi celui-ci. Les lois sont existantes, hein, je les ai mentionnées. J'ai fait, je ne sais pas si comme vous étiez sur mon compte, on les a relevés avec une abonnée. Très bien. Slim, un complément? Alors moi, je voulais juste poser une question. Allez-y, vous avez le droit. Oui, à vous. Allez-y. Posez votre question, Slim. En fait, là, on parle de code APE, donc d'enregistrement. Mais pour les influenceurs français qui ne résident pas en France, qui résident notamment à Dubaï et qui s'adressent à un public français, on fait comment? Alors, peut-être que c'est une question pas que pour M. William, mais nos rapporteurs et nos administrateurs. Non, pas de réaction. On se la garde en stock, Slim, cette question. On vous répond juste après. Koumba, allez-y. Moi, je voulais juste revenir sur le problème de la DGCCRF. Je travaille dans un organisme qui gère une mission de service public au service contentieux. Et je me rends compte, en fait, qu'il y a aussi un manque de moyens humains, un manque d'agents. Donc aujourd'hui, je pense que il faudrait mettre des moyens, par exemple, parce que cet organisme pour réguler le secteur de l'influence existe, donc la DGCCRF, mais je pense qu'il y a vraiment un manque de moyens humains concernant les organismes d'État. C'est pour ça qu'il y a une énorme lenteur et qu'aujourd'hui, l'explosion des réseaux sociaux, de l'influence marketing a pris une ampleur beaucoup plus rapide et qu'aujourd'hui, les organismes n'arrivent pas à suivre pour pouvoir réguler ça et puis pouvoir contrer le phénomène. Donc il faudrait aussi, je pense, mettre des moyens à ce niveau-là. Très bien. Et une petite réaction du rapporteur, allez-y, M. Vogetta. Oui, simplement pour répondre à Slim. On ne va pas imposer des codes APE à des Français qui travaillent et qui sont installés à Dubaï, en Australie ou au Guatemala. En revanche, ce qu'on va s'assurer de faire à travers le texte, c'est s'assurer que dans leur contrat écrit qui sera obligatoire avec leur agence ou leur annonceur, il y aura la mention que la loi française s'applique à leur activité d'influence commerciale. Et par ailleurs, nous allons aussi exiger, pour ceux qui sont basés hors de l'Union européenne, qu'ils aient en place une police d'assurance de responsabilité civile pour couvrir les dommages qu'ils peuvent éventuellement occasionner à travers leur activité d'influence auprès du public français notamment. Bien, je crois qu'on a eu un bon échange. S'il n'y a pas de complément, on continue du coup avec la série des questions individuelles. Et donc nous avons Madame Anaïg Lemer qui souhaitait poser une question. Allez-y. Merci Monsieur le Président. Je vous remercie de votre présence déjà. J'avais une question particulièrement pour Audrey. Donc, je suis masseur kinésithérapeute et pendant des années, j'étais au Conseil de l'ordre des kinés et on a eu beaucoup de mal pendant des années à faire encadrer notamment tout ce qui était formation. La formation étant libre en France, on se retrouvait, nous, face aussi même à des professionnels qui exerçaient des pratiques telles que des saignées. Et comme nous, les plaintes revenaient parce qu'on avait un ordre professionnel pour les gérer, donc on arrivait quand même à contrer ces pratiques qui étaient devenues des pratiques qui arrivaient même vers des dérives sectaires à des moments, et on avait la Miviludes qui nous aidait pour combattre. Ça a été très compliqué. Et c'est vrai que ça, c'est un réel sujet qu'il va falloir quand même porter parce que tout le monde se permet tout et n'importe quoi en faisant du marabout et en proposant des produits complètement autres, pensant soigner. Et en fait, on soigne rien, on déleste des porte-monnaies. Donc, du coup, c'est l'un des premiers sujets. Mais je voulais savoir le rapport que vous avez notamment avec les ordres des médecins, mais aussi avec la Fédération des esthéticiennes qui, normalement, devrait aussi se saisir du sujet parce que ça ne va pas forcément dans le sens de relever, en fait, l'image qu'on peut avoir des esthéticiennes. Donc, elles défendent leur métier. Et je peux vous dire que c'est une fédération qui est très active. Je peux le confirmer parce qu'on a beaucoup travaillé avec eux, notamment sur les termes de massage quand j'exerçais. Mais je voulais savoir un petit peu quels sont les rapports que vous avez avec eux. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas réellement soutenu avec l'ordre des médecins. Mais c'est vrai que l'ordre des médecins doit s'occuper déjà des pratiques de ses adhérents, donc des médecins. Mais ils sont aussi là pour être vigilants aussi pour protéger la médecine en soi, la sécurité des patients. Donc, alors, Audrey, votre réponse. Alors, sur les sujets d'injectrices illégales, l'ordre des médecins, les injectrices n'étant pas médecins, ce n'est pas l'ordre des médecins, mais plutôt une branche, on va dire une branche qui touche à la santé publique. Le syndicat, donc là, c'est le syndicat national des médecins chirurgiens esthétiques qui s'en occupe et qui échange avec eux. Et ils échangent également avec l'ANSM, je crois.
Enfin, il y a plusieurs organismes avec lesquels ils échangent parce qu'on a l'achat d'acide hyaluronique qui est en vente libre. J'en ai moi-même acheté, donc je le sais. Et puis après, tout ce qui en découle des pratiques qui se font. Le syndicat des esthéticiennes font un travail énorme. Il y a un site qui est vraiment super bien sur Internet et où elles écrivent des articles. Elles répondent aux questions des esthéticiennes qui s'intéressent au sujet et elles expliquent pour quelle pratique oui, pour quelle pratique non. Parce qu'elles, du coup, elles se retrouvent effectivement, moi je dis en position sandwich, mais je ne sais pas si c'est le juste terme, mais en tout cas, elles sont dans une position très inconfortable parce qu'elles ont aussi, de l'autre côté, des gens qui ne sont pas esthéticiennes et qui font leur métier. Donc, elles ont vraiment un statut un peu intermédiaire et du coup, elles sont un peu prises de partout. Donc, moi, c'est vrai que je pense que je suis aidante pour elles aussi et je suis énormément partagée chez les esthéticiennes qui sont en tout cas sur les réseaux sociaux. Allez-y, Madame le maire. Hop. Juste pour compléter, est-ce que du coup, elles vous suivent en fait dans vos plaintes? Alors là, sur tout ce qui a été injection, il n'y a pas d'esthéticiennes qui se sont associées aux plaintes. Donc en l'occurrence, là, je parle de celle de 2020. C'est vraiment porté par le syndicat national des médecins chirurgiens esthétiques. Bien, merci beaucoup. J'ai Monsieur Roland qui souhaitait vous interroger. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier nos deux rapporteurs du travail qu'ils ont effectué et puis vous remercier à tous les quatre parce que je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais j'ai été assez stupéfait d'entendre ce que vous avez pu dire. Moi, je voulais vous demander, d'une part, est-ce qu'il y a un public type victime de ces arnaques et d'autre part, est-ce que... Parce qu'on peut supposer que, comme on est sur des réseaux sociaux, c'est prioritairement les jeunes qui n'ont même pas. Mais en tout cas, du côté des collèges, peut-être avoir une action nationale organisée de telle sorte à prévenir de ce type d'arnaque, puisque quand bien même un nouvel arsenal juridique serait proposé, tout à l'heure, il a quand même été fait état de difficultés en termes de moyens de l'administration pour suivre les dossiers et sanctionner les contrevenants. Slim, allez-y. Alors, est-ce qu'il y a est-ce que c'est un type de personne? Non. C'est très varié. Et je vais encore plus peut-être vous choquer. C'est qu'on a énormément de victimes qui ont plus de la quarantaine. Non. Vous nous avez pas choqué. Ah bon, écoutez, voilà. Mais... Non, parce que par exemple, dans le dossier Animoon, donc c'est une collection d'œuvres d'art numérique, on a des personnes, le plus gros là, qui me revient en tête, il a perdu $50 000. Donc $50 000, il n'a pas 20 ans pour injecter $50 000 dans un projet. Donc je ne sais pas si vous avez vu aussi le 7-8. On a pu collaborer avec 7-8. On a envoyé 2 victimes. Une qui a perdu 21 et l'autre 22 000 euros. Donc il y a souvent aussi des personnes d'un certain âge et on a de tout. Des cadres d'entreprise, des chômeurs, il y a tout. Vraiment, vraiment tout. Merci beaucoup. Allez-y, Combat. Alors, comme l'a dit mon collègue, il n'y a pas de personne type, c'est vraiment de 7 à 77 ans, tout âge, tout bord, tout milieu social. Ça peut être des femmes de 7 à 70 ans, on ne sait jamais. Mais aujourd'hui, en fait, les moyens mis en place, ne serait-ce que pour alerter les victimes, un PDF qui a été mis en place, personne ne va le lire. Aujourd'hui, tout passe par le visuel, en fait. Tout passe par des vidéos, par des vidéos TikTok, par des vidéos Instagram. Là, en fait, ça a beaucoup plus d'impact qu'un PDF. Clairement, un PDF, un jeune ne va pas le lire, il ne va pas s'embêter à le lire. Tout le monde est très rapide dans sa vie, dans sa journée, donc la personne a plus de temps d'écouter quelque chose que de lire quelque chose. Donc, ce serait intéressant de mettre en place une action conjointe, peut-être avec le ministre de l'Éducation nationale, afin de faire des interventions. Donc là, on a différents intervenants qui sont spécialisés dans différents bords, de faire des interventions dans des collèges, dans des lycées, dans des écoles, afin de pouvoir essayer de prévenir au maximum, mieux vaut prévenir que guérir, les personnes, les jeunes d'aujourd'hui qui sont obnubilés par les réseaux sociaux.
Merci beaucoup. Je vous propose de continuer avec Monsieur Pilato. Allez-y. Merci à vous d'être là. Merci aux rapporteurs de ce travail. Moi aussi, je suis un petit peu stupéfait, non pas qu'il y ait des gens de 40 ans qui soient arnaqués, mais de la lenteur dont vous avez parlé. C'est-à-dire qu'en gros, votre demande, ça concerne à partir du moment où il y a un protocole bien défini, il y a des gens qui se plaignent, il y a des associations qui signalent, et vous voudriez une intervention beaucoup plus rapide pour que ça cesse. En gros, c'est ça. Donc, ma question, elle est vraiment là. Vous pensez que c'est que le manque de moyens, ou est-ce qu'il faut inventer aussi autre chose en parallèle de moyens humains supplémentaires que vous réclamez? Est-ce qu'il y a quelque chose à inventer? Alors, j'étais en train de vous écouter et je me disais, est-ce qu'on ne peut pas avoir des influenceurs qui ne font pas des PDF, mais qui feraient des vidéos, qui seraient diffusées, je dirais, dans les écoles et dans tous les milieux, avec les associations qui font de l'éducation populaire? Et là, on peut toucher vraiment toutes les tranches d'âge. Est-ce que vous pouvez être aussi associé à ce type de production pour effectivement toucher comme il faut, je dirais, les publics de tous bords et de tout âge? Et deuxièmement, nous, au niveau des pouvoirs publics, alors j'ai regardé ce qui a été prévu. On a beau faire une loi, si à côté on n'accélère pas la procédure judiciaire avec des moyens qui vont bien, on aura toujours des gens qui se font arnaquer. Et j'entends, Monsieur le Président, votre proposition de créer un fonds, qui est une bonne proposition pour les victimes. Une assurance, pardon. Oui, une assurance. J'entends effectivement que... Mais ça vient après. Ce qui serait pas mal, c'est de limiter, je dirais, la casse en accélérant la procédure. Voilà, donc voilà, moi je voulais juste intervenir là-dessus et je me tais. Merci. Alors, j'ai le rapporteur qui souhaitait rebondir sur le même sujet. Donc, ça va aller dans le sens, monsieur le rapporteur. Oui, parce que finalement, ça fait plusieurs interventions où on pointe la question de la lenteur et notamment de la réponse des pouvoirs publics. Et ça, en faisant nos travaux, c'est quelque chose qui nous est apparu assez évident, c'est que dans l'ensemble, les victimes se plaignent du manque de réactivité apparente de l'État. Et si, Audrey, vous disiez, voilà, il se passe des choses invisibles, je voudrais profiter de ce moment pour préciser ce que fait la DGCCRF à la suite de l'audition que nous avons menée avec elle hier. Il y a en effet, Madame Spillout l'a souligné tout à l'heure, le site Signal Conso. Mais il ne faut pas faire du site Signal Conso ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire qu'il y a des signalements qui sont effectués sur ce site, avec un certain nombre de publications qui sont pointées du doigt. Mais derrière, en fait, ces signalements servent à alimenter la DGCCRF pour élaborer son plan d'enquête de l'année suivante. Et donc, ces signalements vont permettre aux autorités administratives de cibler, et c'est ainsi qu'il y a une 60aine d'influenceurs qui ont été ciblés cette année pour des contrôles spécifiques, et qui sont en cours actuellement. Mais ça ne permet pas de répondre à l'ampleur de la demande, et tous les signalements ne donnent pas lieu à une réponse et à un traitement de la part de l'État. Et ça, c'est un véritable problème, en tout cas, que nous avons identifié. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression de parler dans le vide parce qu'il n'y a pas un signalement égale une réponse, une prise en charge, et donc une réponse spécifique de l'État. Alors, on en profite, on termine la série de questions, comme ça vous pouvez répondre d'entrée, puisqu'on arrive bientôt au terme de l'audition. Est-ce que, Monsieur Vogetta, vous aviez d'autres questions complémentaires? Simplement rebondir effectivement sur cette lenteur perçue qui, du côté des victimes, se transforme en une frustration, qu'on a bien entendu, et qui, du côté des personnes qui sont tentées de profiter de ce vide juridique, on va l'appeler comme ça, provoque un sentiment d'impunité qui, justement, encourage à continuer, voire même à accélérer dans cette direction, et parfois peut encourager même certains annonceurs d'utiliser l'influence commerciale comme un moyen de contourner la loi qui s'applique, qui devrait s'appliquer, qui s'applique dans le monde extérieur, notamment dans la publicité télévisée, sur la radio, etc., mais qui apparemment ne s'applique pas dans le Far West que peut parfois être le monde de l'influence commerciale. Donc simplement abonder dans ce sens et simplement rappeler que notre travail s'inscrit dans le cadre d'un travail d'équipe, on va dire, non seulement au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi avec le gouvernement, que le gouvernement va faire ses propres annonces
dans les jours qui viennent, et que même si nous n'avons pas de scoop particulier, je pense qu'il est honnête de dire que mon co-rapporteur et moi espérons qu'il y aura des annonces en termes de montée en puissance et de changement de braquet du côté de l'aspect, on va dire, je sais que c'est un gros mot parfois, mais répressif des choses. Quelque chose qui permette vraiment d'inciter les gens, ou en tout cas de dissuader les uns et les autres d'avoir ressort à l'influence commerciale pour simplement contourner la loi. Dernière question de Monsieur Delaporte. C'était toujours en complément de ce passage des GCCRF. Je pense qu'il est essentiel parce qu'il en va de la capacité de l'État à faire appliquer finalement le droit et à montrer qu'il est là. Je voulais juste, en complément des propos qu'on a pu avoir, qui sont, on va dire, en tout cas factuels et un constat, saluer aussi le travail des agents, parce qu'il y en a 1800, qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, et aussi l'ensemble de leur champ de compétences pour tenter d'écoper la mer avec une cuillère. Voilà, saluer aussi cette dimension-là. Alors, ça va être le mot de la fin pour vous, donc allez-y sur la réponse et je vous laisse conclure. Slim. Alors, pour répondre à votre question, moi je comprends que tout ce que vient de dire M. Delaporte concernant la DGCCRF, etc., mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces gens-là, ils sont influenceurs grâce aux réseaux sociaux. D'accord ? Donc, si demain, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, un réseau social, par exemple Instagram, reçoit tant de signalements concernant un influenceur. Meta, le groupe Insta, peut mettre fin tout de suite. Il coupe son Insta. C'est d'ailleurs ce qu'on a eu avec Marc Blatta. C'est-à-dire que Marc Blatta, il a coupé son Instagram. Il avait 4 millions d'abonnés. Snapchat, 800 000. Ils ont coupé tous ses comptes. Donc, il n'a plus aucun moyen de communication. Déjà, on limite les dégâts comme ça. Donc, si, je ne sais pas, mais si, par exemple, l'État ou l'Assemblée ou les lois peuvent réagir à ce niveau-là, c'est-à-dire peut-être imposer aux plateformes qu'à partir d'un certain nombre de signalements, il faut fermer ce compte en attendant peut-être enquête ou procédure judiciaire. Suspendre, exactement. Là, c'est déjà un très grand pas et c'est immédiat. Merci. Notre intervention. Koumba, allez-y, puis ensuite Chris. Ou Chris, allez-y, Chris. Donc oui, pour répondre aussi à votre question, je rejoins Slim. Avec la Caisse des dépôts, on a eu énormément de mal à suspendre un compte. Je vais prendre l'exemple sur la chirurgie esthétique aussi, parce qu'il faut savoir que les esthéticiennes proposent des formations via les influenceuses. On a eu le cas de Poupette Kenza. Il y a un mois dernier, c'était Maïva Guénam. Donc, elle crée des formations création d'entreprise. Ça passe comme ça sur mon compte personnel de formation. Donc, que ce soit la Caisse des dépôts ou les victimes ou nous, lanceurs d'alerte, on a beau signaler, faire des signalements en masse, Meta ne réagit pas. Et deuxième point, si on devait apporter un petit plus, moi je pense surtout qu'il faudrait faciliter l'accession aux plaintes collectives pour les victimes. On sait que moi je suis favorable à cette proposition de loi, notamment sur l'article 1 qui interdit la promotion des formations professionnelles, l'alcool ou la chirurgie esthétique. En tant que conseillère à l'emploi, de voir des influenceurs vendre des formations, c'est un peu gênant, ils n'ont pas les compétences. Un projet professionnel, il faut que ça soit réaliste et réalisable. Et quand c'est fait comme cela par des influenceurs, nous, derrière, il y a des dégâts à réparer. Et puisqu'on parlait de Meta, moi, mon dernier mot va revenir au chanteur Booba qui nous a réunis quand même tous ensemble, puisqu'on travaillait plus ou moins chacun de notre côté. Et malgré une décision de justice qu'il a obtenue, il n'a pas réussi à récupérer son compte Instagram, alors que des influenceurs continuent des arnaques et ont toujours leur compte Instagram. Voilà. Merci beaucoup. Koumba, c'est à vous. Alors, je rejoins ce qu'ont dit Slim et Christelle. Les plateformes doivent elles aussi jouer le jeu, je pense, que s'il n'y a pas une collaboration conjointe des pouvoirs publics et des plateformes, tout cela va être fait malheureusement dans le vide. Comme a dit Slim, ce serait peut-être pas mal de suspendre un compte au bout d'un certain nombre de signalements et que ces plateformes étudient ces signalements. Les pouvoirs publics aujourd'hui, donc oui, la DGCCRF est sur le coup, essaie de faire du mieux qu'elle peut,
Mais je pense qu'il y a effectivement un manque de moyens, comme Chris peut le voir à Pôle emploi et comme je peux le voir dans l'organisme dans lequel je travaille. On gère des missions de service public et aujourd'hui, on a un manque de moyens. C'est un fait. On ne va pas s'en cacher. Il y a vraiment un manque de moyens. Aujourd'hui, pas beaucoup de personnes postulent ou sont recrutées dans ces services-là. Donc, il faudrait peut-être revoir notre manière de faire. Mais oui, il faut effectivement que les plateformes, elles aussi, jouent le jeu. Merci beaucoup. Audrey, un dernier mot ou pas, comme vous le souhaitez. Hein, oh, mais moi, si vous me laissez le micro, je parle toute la nuit. Ouais. Donc, alors, je crois que Monsieur Delaporte a vu de quoi j'étais capable. Enfin, pas toute une nuit, bien évidemment. Je ne me permettrai pas alors, du tout. Alors, je ne vais pas vous couper le micro, mais en 30 secondes, voilà, en 30 secondes, si vous aviez quelque chose à ajouter ou pas, ou sinon juste... alors, moi, je rejoins Koumba. Et en fait, moi, au départ, quand j'ai monté ma page Instagram, l'idée, c'était pas d'aller combattre les gens, faire la guerre et tout ça. C'est pas du tout dans mes délires, en fait. Je laisse ça aux autres. Moi, j'étais vraiment là pour faire de la prévention sur les réseaux sociaux et dire aux gens attention, attention, ça c'est non, ça vous mettez en danger, etc. Moi, ça me plaît de faire ça. Je vous rejoins sur les vidéos, c'est une excellente idée. Je pense que c'est exactement par là que la prévention doit passer, parce qu'on s'adresse à des gens qui sont sur du numérique. Donc, c'est du bon sens. Et voilà, il faut que la prévention se fasse par des vidéos, que ce soit directement dans les collèges. Enfin, bon, bref, après, moi, je ne suis pas dans l'éducation nationale. Vous voyez, ma cible n'est pas forcément le jeune public. Je suis plus sur... on va dire l'adulte, communiquer avec l'adulte, voilà. Comment ça, vous êtes déjà en train de me censurer, vous Non, mais d'habitude, vous savez, les collègues pourraient témoigner, d'habitude, je coupe le micro, mais non, je ne le fais pas. Je vous fais juste un petit signe amical, c'est tout. Ça va. Je suis connu pour être sévère sur le timing. Mais effectivement, on a eu j'ai vu les PDF qui sont sortis. Bon, c'est bien, c'est bien. Enfin, moi, j'ai aimé le contenu. Mais voilà, une victime d'escroquerie sur les réseaux sociaux n'ira pas lire un PDF, c'est certain. Donc, de la vidéo à fond, partagez nos vidéos, likez, abonnez-vous. Je ne sais pas ce qu'ils disent les youtubeurs, parce que moi, je ne suis pas trop... voilà, mais c'est bien ça. Très bien. Bah, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment pour votre témoignage. Hein. Puis merci, on reste en contact en tout cas. Merci de votre témoignage, merci de la qualité de vos réponses à nos questions. Et puis, messieurs les rapporteurs, merci pour votre travail encore une fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, je vais vous mettre le chaud dans les pièces.